Les mains ouvrent les portes, les jambes les renversent. Les dictons classiques condensent l'enseignement. Ils transmettent beaucoup de choses en peu de mots, spécialement pour ceux qui ont vécu l'expérience. La caractéristique essentielle des jambes, tant pour l'attaque que pour la défense, est qu'elles génèrent beaucoup plus de force que les bras. Elles vont beaucoup plus loin, au-delà de la portée des bras, et elles nous permettent d'ajouter une distance dans le combat, une distance méconnue, y compris dans ces formes de combat comme la boxe par exemple. Pour cette raison, peut-être, les techniques de jambes ont toujours fait partie de l'image du pratiquant d'art martial. Ce sont elles qui surprirent le plus les Occidentaux lorsqu'elles arrivèrent d'Orient. Ces pratiquants d'arts martiaux, on les avait baptisés alors boxeurs, étaient redoutés et admirés à la fois. On avait envie de les contrôler et leur style de combat sans armes faisait d'eux des adversaires difficiles et dangereux. Nous ne devons pas rejeter cette appellation de boxeur, bien que ce terme s'utilise en général exclusivement pour la boxe et le combat de poing. Tout le monde sait que ce système de combat centre son attention sur les coups avec les bras et que ces règles empêchent l'utilisation des jambes, entre autres. Cependant, dans de nombreux pays, les styles de Shaolin portaient le nom de boxe Shaolin. N'oublions pas non plus que presque tous les pays ont utilisé des méthodes de combat particulières, avec une spécialisation plus ou moins importante dans les techniques de jambes, de poing, les attaques, etc., comme la savate, lutte des Canaries, lutte de Léon, etc. Il est vrai cependant que c'est en Asie que les techniques de combat se développèrent de la manière la plus complète et évoluèrent au point de donner lieu à des systèmes de combat élaborés et précis. En Asie également, on parvint à combiner, de manière surprenante, un système sophistiqué d'entraînement et d'endurcissement des jambes qui évolua jusqu'à une dextérité et une habileté comparables à celles développées dans l'utilisation des mains. Une dextérité indispensable pour mes élèves pour qui les jambes doivent être pareilles aux mains. L'une des caractéristiques de l'école de style Chan Wu Tang et de mes élèves en particulier est précisément de ne limiter ni d'atrophier aucune partie du corps en faveur d'une autre. Par exemple, le contrôle du corps sur une seule jambe en saut doit être le maximum que la personne soit capable d'exercer. Nous entraînons cette technique et beaucoup d'autres points de perfectionner l'usage des extrémités inférieures, tout comme me l'ont enseigné mes maîtres de Shaolin. Dans un combat, il faut savoir utiliser n'importe quelle partie du corps, dans n'importe quelle situation, sans aucune limitation. Il se peut qu'on soit blessé en plein combat. Pour cette raison, anciennement à Shaolin, on n'oubliait de travailler aucune partie du corps humain, avec tout son potentiel comme arme. On s'entraînait à la défense et à l'attaque en empêchant l'usage de l'un ou l'autre membre, afin de ne pas rester démuni en cas de blessure d'un membre. Le combat réglé est une autre manière de travailler les différentes habiletés. Il a pour objectif l'approfondissement exclusif d'un exercice en particulier ou la spécialisation exclusive d'un membre du corps. Peut-être est-ce pour cette raison que le kung-fu n'est pas si étendu dans le monde, car il exige de la maîtrise et de nombreuses années d'entraînement. Et ces deux caractéristiques conduisent à l'abandon des élèves qui souhaitent simplement apprendre à combattre rapidement. L'initiation au kung-fu est très compliquée, car elle combine de très nombreux facteurs. Il faut travailler très souvent un même mouvement. L'enchaînement des mouvements exige l'utilisation de plusieurs points d'appui en mouvement et utilise des paquets de muscles très variés qu'il faut travailler et apprendre à coordonner. Mais c'est surtout avec l'usage des jambes que l'équilibre est constamment mis à l'épreuve. Les formes bouddhistes sont les séries ou les programmes de combat les plus anciens que l'on ait pu codifier jusqu'à ce jour. Elles apparaissent au grand jour pour la première fois dans cette vidéo. Cette cassette est donc un joyau pour le collectionneur passionné d'arts martiaux, quel que soit son style. Forme bouddhiste, Yi Lo Chuan.
Application de la forme détaillée.
Combat bouddhiste. Technique de jambes et contre-attaque typique du combat traditionnel bouddhiste. Séquence de technique de poing.
Nous allons nous centrer maintenant sur l'utilisation des jambes comme arme de combat. L'exercice des jambes est une question de technique. Bien employée, celle-ci permet de développer la force et le rendement maximum des jambes, qui, dans le cas contraire, pourraient perdre tout leur potentiel. Une technique bien conçue est une technique qui nous permet de mettre nos muscles au travail et de profiter au maximum de notre force et de notre vitesse. Il s'agit, comme toujours, d'une question de masse bien utilisée. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Autrement dit, la force de la technique est égale à la quantité de muscles multipliée par la vitesse employée. Ce n'est pas la même chose, une jambe grande et musclée avec peu de vitesse, qu'une jambe plus mince développant une vitesse maximale. Le coup de la première sera beaucoup moins puissant que celui de la seconde. Ceci dit, sans nier l'évidence qu'une grande jambe musclée capable d'un bon travail technique sera plus efficace et que ses effets pourront être dévastateurs. Nous devons dès lors développer la vitesse et la technique de coordination de nos muscles, par-delà leur taille. La combinaison des deux facteurs serait bien sûr parfaite, mais nous ne pouvons oublier cette évidence physique qu'un muscle surdimensionné par un exercice excessif et ajoute du poids à l'ossature, réduisant la vivacité et l'agilité du mouvement. La musculation d'un pratiquant d'art martial suit un processus naturel. Elle est la conséquence d'un entraînement basé sur les répétitions d'exercices techniques spécifiques, de sorte que les fibres qui interviennent dans son exécution atteignent un développement qu'elles ne pourraient jamais atteindre au moyen du travail des poids. Ce mode de travail traditionnel, loin de provoquer une musculature surdéveloppée et disproportionnée, génère une musculature naturelle et harmonieuse. Des muscles longs et fibreux, secs et bien définis, que l'on ne peut observer sous les vêtements car ils ne provoquent pas de grands ronflements. Les muscles sont bien définis, très durs lorsqu'on les contracte, mais très peu gonflés. En définitive, rompus par un exercice quotidien. Le travail des jambes nous permet de rester le plus loin possible de l'attaquant. C'est en outre la seule partie du corps qui est généralement recouverte de quelque chose de dur et de consistant, les chaussures. Dans les situations de danger réel, comme la rue, je conseille toujours à mes élèves d'utiliser les jambes. En premier lieu, pour maintenir à distance un adversaire peu expert. En deuxième lieu, pour la protection qu'apportent les chaussures. Et enfin, pour le danger et le risque que constitue l'usage du poing, car celui-ci est toujours à découvert. Devant un coup ou un blocage, la possibilité existe toujours que les adversaires saignent et qu'ils soient alors exposés à de terribles maladies. En distance courte, les techniques de Kung-Fu développent simultanément les saisies et les esquives de l'attaquant, qui font difficilement saigner l'adversaire et facilitent au contraire le blocage momentané ou la fracture des articulations, en fonction de la nécessité et de la gravité de la situation, afin d'entraver les membres et d'interdire une nouvelle attaque. Le principal désavantage des techniques de jambes réside dans la nécessité de s'entraîner durant de nombreuses années avant d'atteindre la dextérité, l'habileté et la vitesse nécessaires pour les utiliser adéquatement. En levant la jambe, le néophyte perd l'équilibre. Une mauvaise utilisation des techniques de jambes provoque le déséquilibre et la perte de contrôle sur le sol. Pour trouver spontanément ces nouveaux axes d'équilibre, il faut les travailler pendant très longtemps. La perte d'équilibre est une claire conséquence de l'évolution génétique. L'être humain, en position debout, perd sa capacité de saisir avec les pieds, ainsi que la capacité de les utiliser de manière précise et puissante. Nous perdons le pied en tant qu'outil, souffrant une transformation anatomique qui renforce le talon. Les os ont eu tendance à augmenter l'angle de levier nécessaire pour profiter du principal mouvement énergétique, sollicitant le groupe anatomique formé par l'astragale, qui unit le tibia et le péroné, les tarses, les os principaux du développement des cunéiformes, les métatarses et les phalanges ou doigts, préparés pour favoriser la position redressée du corps et stimuler le pas. Cette perte de l'habileté du pied au bénéfice du déplacement nous oblige, pour en tirer un avantage dans un combat, à entraîner beaucoup plus les pieds que les bras ou les mains et à suivre un long processus d'instruction. Les combats de jambes provoquent l'abandon de nombreux pratiquants, c'est vrai.
La difficulté d'obtenir une technique efficace et la souplesse nécessaire pour parvenir à une bonne exécution de celle-ci sont deux facteurs insurmontables pour ceux qui cherchent des résultats rapides. Ils finissent par abandonner, désespérés. Sans considérer l'âge ou la condition physique de l'être humain, après un an d'entraînement correct, la fibre cède sans avoir besoin d'un effort excessif. Évidemment, s'il n'y a pas de tare physique qui l'en empêche, et il ne faut pas non plus que l'entraîneur manque de connaissances et force le raccourcissement des fibres musculaires de ses élèves. Au contraire, un travail bien développé des membres inférieurs provoque la perte de raideur et une détente des tendons et des muscles, apportant une sensation agréable, d'aise et d'adaptation au milieu. Une sensation de liberté retrouvée des jambes, comparable à celle que nous avions lorsque nous étions enfants. Le désir des intéressés d'apprendre rapidement ont amené de nombreux systèmes à se simplifier et à abandonner une partie de leur technique en faveur de la commercialisation d'un système efficace et rapide, qui, loin de s'adapter à toutes les capacités, est destiné à ceux qui souhaitent obtenir des résultats immédiats avec un minimum d'efforts. D'autre part, la pratique sportive a conduit les arts de combat à modifier une partie de leur contenu en faveur de l'accomplissement des règles des championnats ou des exhibitions, dans le but d'augmenter au maximum le nombre de compétiteurs, en réduisant les programmes et en les adaptant à un règlement préétabli, sans sous-peser les répercussions de ce type d'attitude pour les élèves. Il fallait avoir de plus en plus d'élèves. Tout pratiquant d'art martial sait qu'il faut au moins 5 ans pour commencer à mettre en pratique n'importe quel type de technique avec une efficacité plus ou moins fiable. Un travail ardu qui exige un entraînement permanent pour ne pas perdre le niveau. Un rythme de travail constant et esclave, difficile à supporter par celui qui ne veut pas approfondir la philosophie de son art. Un travail ingrat pour celui qui désire simplement se battre comme Bruce Lee du jour au lendemain. Les arts de combat sont une philosophie de vie. Cela dépend si l'élève est prêt ou pas à se sacrifier. Les heures d'études et d'entraînement sont longues, mais la récompense est magnifique. Ce contrôle, cette efficacité que vous rechercherez sont là, et c'est véritablement gratifiant. Forme Xiao Hong Chuan.
Application de la forme détaillée.